Here we go, 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 baby. Bonjour à tous, bienvenue sur Trait d'Union. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Diaba Semega. Bonjour. Entrepreneure, écrivaine, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous sur Trait d'Union. Donc accrochez-vous, parce qu'il y a pas mal de sujets qui vont être... on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Et on va commencer par parler de confiance en soi, de syndrome de l'imposteur. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas de plan détaillé. Là, on va parler avec nos cerveaux et nos cœurs. Donc voilà, sans filtre. Quoi de mieux. La toute première question qui me vient, c'est déjà, est-ce que toi, tu estimes être une personne qui a confiance en toi ? Je pense pas avoir totalement confiance en moi. Je pense que j'ai confiance en moi sur certains aspects et j'ai un peu moins confiance en moi sur d'autres. Et je pense que j'ai trouvé une tactique pour contourner certaines situations dans lesquelles j'ai pas vraiment confiance en moi pour réussir à y faire face malgré tout. Je te retourne la question avant d'entrer dans le détail. Je savais que ça allait être une dinguerie aujourd'hui. Écoute. Ouais. Est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que tu as confiance en toi, ouais. Ma réponse, elle va paraître bizarre, mais je ne ressens pas le besoin d'avoir confiance en moi. C'est très étrange. Ouais, c'est intriguant. Ouais, parce qu'en gros, dans les différentes activités de la vie et dans les différentes scènes qu'on est censé incarner dans la vie, justement, je me dis que ce sont des rôles et que ce ne sont pas forcément ma personne. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et que chaque rôle va appeler une partie de ma personnalité, mais pas l'intégralité. Donc, par exemple, si c'est de la prise de parole en public, on écoutera, je l'espère, ce que j'aurai à dire. D'accord. Et on jugera mes qualités d'oratrice. Mais on ne jugera pas Louisa, celle qui regarde ses séries et qui s'enveloppe dans sa couette et qui va se promener, blablabla. Enfin, il y a tout ça, en fait, qui est mis de côté. Je sais pas, je suis censée faire preuve de courage parce que je suis dans une situation à risque, on jugera en fait l'action que je suis censée mener à cet instant T. Donc du coup, je pense que la vie n'est pas une question de confiance en soi, mais plutôt de quelle est la bonne action à mener au bon moment. D'accord, mais du coup, ça m'intrigue et la question qui me vient à l'esprit, du coup, c'est est-ce que tu fais une dissociation entre la Louisa qui est dans l'action et qui, du coup, prend des mesures par rapport aux situations et la Louisa qui existe, qui vit. Ouais. Je sais pas si tu vois la nuance. Ouais. La Louisa qui est au verbe être et la Louisa au verbe avoir, est-ce que tu fais une nuance entre ces deux-là ? Est-ce que c'est ça qui te permet de te dire, quand je suis dans l'action, donc dans le verbe avoir, genre, dans l'action, enfin, pardon, pas dans l'avoir, mais dans l'action vraiment, t'es pas la même que celle qui est. Et donc, du coup, celle qui est, elle est jamais exposée. Est-ce que c'est ça qui te fait penser que, du coup, il n'y a pas besoin que celle qui est ait confiance en elle ? C'est carrément ça. Ah ouais. Et je me sens un petit peu mise à nu là, pour le coup, mais c'est vrai. Hein. C'est carrément ça. Mais je le dis jamais, en vrai. D'accord. Mais en gros, c'est très compartimenté. Mm-hmm. Alors, j'ai pas eu l'occasion, et je suis contente, en fait, qu'on ait la chance d'échanger aujourd'hui sur ce sujet, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec d'autres pour savoir s'il y en a d'autres qui vivent la chose de la même manière. Mais, par exemple, il peut y avoir une situation douloureuse, tu vois. Je sais que je suis en train de gérer, je fais les actions qu'il faut pour surmonter cette situation. Mais par exemple, dans ma tête, je me dis, je mène l'action, disons, je dis n'importe quoi, hein, il est 15h, je mène l'action qu'il faut jusqu'à 22h, c'est le temps qu'il me faudra en fait pour affronter correctement cette situation. À partir de 22h, je pleure, tu vois. En fait, voilà, il y a celle qui agit et celle qui ressent. D'accord. Donc, là, ce serait un exemple très clair des deux versions différentes de Louisa. Exactement. Et est-ce que du coup, si tu me permets, tu as le sentiment que cette manière d'agir, de dissocier du coup les deux différentes Louisa, ça te permet quelque part de te prémunir, de te préserver de certaines situations, ou est-ce que c'est inconscient ? Est-ce que tu expliques la raison derrière cette dissociation ? Je pense que c'est l'habitude. Et là, ça me fait penser à tout ce dont on parle sur Trait d'Union, etc. Je ne sais pas s'il y a un côté traumatique à cela, mais je sais que depuis très tôt dans l'enfance, en fait, j'ai été très responsabilisée. D'accord. Donc, depuis l'enfance, en fait, on m'a appris à... solliciter le soldat qui est en moi, tu vois. Donc, sois forte. Exactement. C'est ça, les injonctions,
c'est même pas c'est pas le fruit d'une réflexion ou c'est pas le fruit d'une décision, c'est-à-dire que voilà, j'ai été façonnée comme ça en fait. Quand il faut agir, on agit, et c'est par la suite en grandissant que je me suis dit il faut que je trouve des endroits aussi pour ressentir, et je me les suis créés à part de ces moments d'action, parce que eux ils étaient déjà là et c'est comme ça. D'accord. Ah, c'est fort ce que tu dis, et je me retrouve dans ce que tu dis. C'est pas totalement incohérent, et c'est bien qu'on en parle comme tu as dit, parce que tu te demandais si tu étais la seule à opérer comme ça, et je pense qu'il y a un peu de ça. Tu sais, quand je te disais que j'arrivais à trouver des parades qui me permettent à moi du coup d'affronter certaines situations, j'ai le sentiment que peut-être c'est ça. C'est on n'est pas il importe pas tant que ça comment dire, que j'ai confiance ou que j'ai pas confiance, ou que j'ai peur ou que j'ai pas peur. Là, il est nécessaire d'agir de la sorte, et donc là, on va mettre le bouclier, on va faire ce qu'il y a à faire, et puis après, on verra. On verra s'il y a besoin de pleurer, on pleurera. S'il y a besoin de ressentir, d'exprimer, on exprimera. Mais pour le coup, moi, j'ai l'impression de le faire avec un peu moins de bienveillance à l'égard de moi-même, parce que j'ai l'impression d'avoir moins de ces moments-là où je me retrouve avec moi-même. Des fois, j'ai le sentiment d'être prise au piège dans le verbe d'action. Prise au piège par qui ou par quoi, enfin... Par cette injonction qui implique que je sois forte et que je me déconnecte de mes émotions. Ok. Et ces moments, tu les trouves comment? Enfin, si tu te sens prise au piège, comment tu fais pour sortir, en fait Alors, en général, j'en ai pas conscience. Et je pense que c'est un peu insidieux, parce qu'au départ, c'est une barrière de protection qui évite de m'exposer à certaines situations. Et du coup, je la vois plus comme un bouclier qui me protège. Et le moment où je sens, en fait, que ça devient une prison, c'est quand... comment dire, quand les émotions, elles prennent tellement de place, au bout d'un moment, qu'on ne peut plus les réprimer. En fait, elles s'expriment d'une manière ou d'une autre. Je pense que le corps et l'esprit, quand on ne le laisse pas s'exprimer librement, il y a toujours une manière, un moment où il nous fait comprendre que, en fait, c'est pas nous qui sommes au contrôle. Et en général, je me fais avoir, je me fais prendre à mon propre piège, et c'est à ce moment-là que je me dis, ah mince, j'arrive pas à me déconnecter, j'arrive pas à enlever mon bouclier, j'arrive pas à juste m'asseoir et faire le point et évacuer les ondes négatives que j'ai pu accumuler, et embrasser les ondes positives que j'ai pu aussi, avec lesquelles j'ai pu interagir au fil du temps. En général, c'est un trop-plein qui explose, et c'est à ce moment-là que je me dis, ah mince, ça a dû s'accumuler, et il y a des choses, il devait y avoir des signaux que j'ai ignorés, et en général, c'est là que je me rends compte que j'étais dans la prison et qu'il faut que j'en sorte. Waouh. Et pendant tout le temps où t'es dans cette prison, donc du coup, tu ne le sais pas. Non, en général, je pense que c'est pareil, c'est les mêmes injonctions au départ. En grandissant, sois forte, fais ce qu'il faut faire, ne fais pas ce que tu veux faire. Après, je pense vraiment que c'est le fruit de mon éducation. Après, si on creuse un peu plus loin dans ça, moi je suis d'origine malienne, d'une ethnie qu'on appelle les Soninké, et on n'est vraiment pas dans l'expression des sentiments. Énormément de pudeur. Énormément de pudeur, et c'est vraiment culturel. Ça a ses avantages, et puis ça a ses inconvénients. Et donc je pense en tout cas que ça a joué dans ce que je suis devenue. Je vois. Et dans les signes qui montrent en fait que tu as accumulé plein de choses, justement, j'en parlais avec une de mes cousines il y a quelques temps. Est-ce que tu as des réactions psychosomatiques, par exemple des plaques de boutons, ou est-ce que ça va se traduire par une montée de stress inexpliquée, des maux de tête? Enfin, pour toi, ça se présente comment? Alors, c'est drôle parce que le corps, il s'exprime à tous les moments, mais des fois, on le note pas, on le souligne pas. Et en général, j'ai tendance à perdre du poids. Et tu sais, il y a un livre que j'aime beaucoup lire, parce que je le lis plusieurs fois, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Okay. Je sais pas si tu connais ce livre. Alors, j'ai entendu parler des 5 blessures de l'âme, mais je sais pas si c'est ça. C'est peut-être celle-là, c'est Lise Bourbeau qui l'a écrit, oui. C'est une psychologue. Et du coup, les 5 blessures qui empêchent d'être soi, pour faire court, elle explique que les humains qu'elle a rencontrés, en tout cas au cours de son parcours professionnel, ils ont souvent 5 blessures pour lesquelles ils vivent en fait d'une manière à ne pas les revivre, tellement ça a été traumatisant. C'est des blessures qu'ils ont développées dans la petite enfance en général, qui font que ils vont vraiment faire le maximum dans leur vie pour ne pas avoir à se retrouver confrontés à ces blessures, tellement la douleur qui a été enregistrée, elle était intense. Et donc dans ces 5 blessures, il y a la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Et pour les personnes ayant subi la blessure de l'injustice, par exemple, elles vont passer leur vie à lutter contre l'injustice, parce qu'elles estiment en fait que c'est l'une des pires choses qu'elles aient pu traverser dans leur vie. Et en fait, elles vont vraiment tout faire pour lutter. Mais ce qui est drôle, c'est que
en fait, ces blessures-là, le comble, c'est que à trop vouloir les défendre, on finit par en devenir coupable. Et par exemple, le crime de la personne qui a souffert de la blessure d'injustice, ça va être souvent d'être injuste envers elle-même. Ok. De ne pas être à l'écoute de ses besoins. Donc elle va prôner la justice. Si jamais dans la rue, elle va faire face à une situation où il y a une personne qui a subi du coup une injustice, elle va, oui, c'est pas juste, non, non, elle aurait dû, nanani, nanana. Mais pour elle-même, qu'elle manque de sommeil, qu'elle manque des aliments dont elle a besoin pour vivre, qu'elle ne soit pas à l'écoute de ses émotions, là, elle va pas les considérer, ces émotions-là. Et du coup, c'est le comble, en fait, de la personne qui a souffert de la blessure de l'injustice. Et très souvent, ça va se traduire, en fait, elle explique que ça se traduit par des symptômes physiques, des choses qu'on peut observer. Et très souvent, la personne qui a souffert de la blessure d'injustice, elle va être rigide dans sa manière de se tenir, elle va manquer de souplesse, elle va se tenir très droite. Son corps, c'est ce qu'elle dit dans le livre, en tout cas, son corps, elle va rarement avoir des prises de poids excessives. On va voir, son corps va pas déborder parce qu'elle va être toujours dans la justice, dans le contrôle de la situation. Il faut que tout soit maîtrisé, il faut que tout soit contrôlé. Donc, il faut que voilà, ça transparaisse. Et moi, du coup, après avoir lu le livre, je me suis observée à travers ces signaux-là et je me suis dit, en effet, cette rigidité dans le corps, je la sens. Le fait d'avoir des tensions constantes dans le dos, je le sens. Le fait de manquer de souplesse, je le ressens. Le fait aussi elle le dit, hein, des fois c'est des détails tout bêtes, mais c'est d'avoir des maladies en HIT. Maladie en HIT, en fait, c'est l'HIT, enfin le terme HIT, c'est souvent une inflammation de. Une tendinite, c'est l'inflammation des tendons. Je sais pas moi, il y a plein de termes de ce genre-là. Mais pourquoi ça s'enflamme ? Parce qu'à la base, ça avait peut-être besoin de repos et qu'on n'a pas écouté. Donc injustice envers soi-même, et donc du coup, on a tendance à générer des problèmes de ce genre-là parce qu'on n'a pas écouté notre corps et on a été injuste envers nous-mêmes. Wow. Donc moi, personnellement, pour le coup, par rapport à ta question, je pense que ça se traduit à travers énormément de choses. Et pour une personne qui aurait l'œil, ça transpire dans mon corps, en fait. Et l'autre question que je me pose, tu as dit tout à l'heure que tu as eu souvent dans ta vie à t'adapter. Donc ça s'est installé très tôt, mais même dans ta vie adulte, en fait, tu as été confronté très régulièrement à des situations où tu dois t'adapter. Ma question, c'est, est-ce que ces situations sont venues à toi ou est-ce que inconsciemment, c'est pas toi qui es allé vers ces situations C'est ça. Alors, moi, je pense que je sais pas si j'ai eu à m'adapter ou si j'ai eu le sentiment de devoir m'adapter. Et avec du recul, je pense que j'ai eu le sentiment de devoir m'adapter. Mais je pense que c'est un cercle vicieux parce que moins on se donne le droit d'exister, et plus on va s'adapter dans les situations. Et plus on se donne le droit d'exister, plus c'est l'environnement qui va s'adapter à nous, à notre présence. Mais étant donné que j'arrive et que j'ai le réflexe de m'adapter, j'ai même pas idée de comment ça pourrait se passer si je ne m'adaptais pas, si j'étais juste moi. Ouais. Mais là, de par cet échange, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de te dire, là, j'essaye d'être moi, enfin, j'essaye. Eh bien c'est drôle, depuis que j'en ai conscience, j'essaye un peu plus, parce que j'essaye de faire, de changer ce mode automatique-là, et du coup, d'arriver dans des situations et de me dire, Diaba, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te sens ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Ah punaise, j'ai tellement pas l'habitude qu'on me renvoie la balle aussi fort. Ouais. Eh oui, les questions se sont enchaînées et normalement ça aurait dû être progressif, mais là j'attendais l'ouverture et là je l'ai senti. Tu l'as créé. Et ouais, il fallait. Ah punaise, alors que moi je suis là, je sentais que t'allais pas me laisser. Je ferme la porte. Je l'ai senti. Tu comptais pas me laisser de place. Je me suis insérée malgré tout. Écoute. Alors ce que j'en pense, bon, je ressens pas mal de tes propos. Parce que moi aussi, mine de rien, j'essaie de mettre les autres à l'aise, tu vois, sans forcément me poser la question de est-ce que les gens me mettent à l'aise ou est-ce que c'est de leur devoir de le faire. Tandis que moi, je me dis, c'est même pas, c'est instinctif en fait. C'est mon rôle, je suis née pour ça. Ah ouais, mais c'est fou, c'est quoi. fort, ouais. Et voilà, et j'essaie de toujours faire en sorte que les gens s'entendent bien entre eux, ou par exemple, et je le ressens aussi dans les métiers que j'ai choisis, tu vois, ça fait bizarre, hein, mais mine de rien, avant, j'essaie de voir quel était le fil conducteur entre tout ce que j'ai fait, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu décousu, et quand j'en parle autour de moi, ou ceux qui savent ce que je fais, ils ont l'impression, en fait, que je suis
Enfin voilà, j'ai des capacités tentaculaires. Ok, Alors ouais. que non, en fait, c'est très linéaire, il y a une continuité, mais c'est juste que j'arrivais pas à mettre le mot D'accord. dessus. Et mon truc, je crois que c'est la transmission et l'union. Enfin voilà, c'est pas un hasard Ah ouais. que voilà, Eh trait ouais, d'union c'est s'appelle fort. trait d'union. Ah, c'est très fort. Mais et c'est vraiment ça, parce que quand j'étais professionnelle, enfin je le suis encore, de santé, donc audioprothésiste, j'appareille les malentendants. Le but, en fait, c'est de rétablir la C'est communication très fort. envers leurs proches. Quand j'enseigne, mon but, c'est de transmettre, justement, pour que les gens puissent aider aussi à rétablir la communication. Sur Trait d'Union, les thématiques qui reviennent le plus souvent, bah, c'est tout ce qui est relationnel envers son entourage proche, Ouais. l'entourage familial. Et mon instinct me dit que bah, je dois aider à restaurer cette communication. Ah, c'est fort. Et limite, donc je sais pas si c'est une vocation ou si c'est du travail forcé inconscient, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, comment dire, c'est pas. Enfin, je le verbalise. Là, je le verbalise devant toi, D'accord. mais. C'était pas conscient jusqu'ici, ouais. C'est non, ça, non. la difficulté des fois. C'est juste, voilà, récemment, je me suis rendu compte que oui, il y avait un fil conducteur, mais de moi-même, en fait, je me suis jamais posée pour te dire, enfin, pour me dire ce que je te dis là, tu Ok. vois. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est en moi. Donc, il y a peut-être une part. Donc, l'éducation, c'est sûr, il a joué un rôle parce qu'en Ouais. tant qu'enfant aîné, Mm. on est censé être l'enfant qui. Comment dire l'enfant L'enfant qui. Pas qui unit les parents, mais en tout cas qui facilite la communication dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on est être. Enfin, je dis on, mais ça se trouve, c'est que mon histoire personnelle. Hein, et que. Voilà, mais je suis censée être l'exemple pour mes frères et sœurs. Mhm. Après, je les trouve tous, ils sont tous devenus des adultes magnifiques. On a des personnalités complètement différentes, Ouais. mais voilà, tous magnifiques. Mais quand j'étais petite, en fait, c'était en mode comporte-toi de telle façon, parce que si tu te comportes mal, eux vont suivre le même Ok, chemin. Alors je que, vois, ouais, voilà. le sentiment de devoir. Exactement, ou vu qu'il y a un gap générationnel entre mes parents et mes frères et sœurs, bah, j'essaie spontanément, là on m'a pas envoyé en mission, Et oui. mais de reformuler, tu vois ce que papa ou maman essaye de dire, en fait, il essaye de dire ça, ça. Et auprès de mes parents, tu vois, là, ce qu'il ou elle essaye de dire, en fait, c'est ça, tu vois. Il y a ce truc de... Ouais. Ah, c'est c'est comme si fort. je parlais deux langues, en fait. Ouais. Je tu vois vois. totalement ce que tu veux dire. Alors, de un, je me retrouve totalement dans ce que tu dis là. Et de deux, je pense que ça t'appartient, cette perception du rôle d'aîné comme étant le pont entre deux mondes. Et du coup, tu sais, tu disais que c'était instinctif pour toi de comment dire, d'optimiser cette connexion, la transmission de l'information. Tu penses que tu as toujours été comme ça? Tu penses que tu es né avec ça? Ou tu penses que c'est quelque chose que tu as acquéri du coup au détour de ton parcours et du fait que tu sois l'aîné de ta famille? Ah punaise, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Je pense que oui. Et en fait, je n'aurais pas de vraie réponse. Ouais. Parce que là, il y a tous mes souvenirs, là, toute mon Ah oui, enfance qui qui se revient d'un mélangent. coup. Mais par exemple, un des souvenirs les plus anciens, entre guillemets, j'étais en CE2. Et c'est tellement personnel, comme histoire. Mais où tu vas mettre, là? On rentre dans le deep. Eh, écoute, moi, je t'ai juste posé une question. Prends ton temps, va à ton rythme. Allons en CE2. Donc, j'étais en CE2. Un garçon qui était amoureux d'une fille, le garçon qui joue tout le temps avec moi. Et au début, bah, je captais pas parce que j'étais contente de jouer avec lui, tout ça. Et je voyais la fille en question, qui était aussi mon amie. En fait, je la voyais se mettre en retrait et je sentais de la tristesse en elle. Moi, je suis une enfant, j'ai pas fait les calculs, j'avais pas d'amoureux à cet âge-là, donc j'avais même pas fait des calculs sentimentaux, mais j'avais compris en fait que ça la mettait mal à l'aise de me voir jouer. Exactement. Bah, très naturellement, j'ai arrêté de jouer avec lui et j'avais tendance à tout faire pour qu'il aille vers elle, tu vois. Mais sans lui dire directement, va vers elle parce que tintintin, tu vois. Et ça, je me rappelle très bien de ce mécanisme. Et bah, j'étais encore petite, donc pas totalement façonnée par l'enfance. Totalement. Donc je pense qu'il y a un trait de ma personnalité quand même qui s'exprime et qui ne veut pas qu'il y ait des malentendus, qui ne veut pas qu'il y ait de la distance en fait qui se crée pour rien, tu vois. Qui veut relier en tout cas. Exactement. Ah, c'est beau. T'as dit très naturellement. Est-ce que c'est ce qu'on fait très naturellement? C'était très naturellement pour toi du coup? Ouais. Le fait que tu aies employé ce terme très naturellement, pour moi, c'est la preuve que vraiment c'est... De la même manière qu'on respire, ça m'a semblé logique.
Oui, je me suis pas posé de C'est ça. questions, j'ai pas eu mal au Et cœur ouais. ou quoi que ce soit. Au Et oui, contraire, c'était comme ça pour toi. C'était la suite logique des événements. C'est beau. Voilà, j'ai ma réponse, du coup. Ouais. Je pense que c'est profond. Je pense que, en fait, il y a des traits de nos personnalités qui, je pense, c'est ma croyance personnelle, c'est une hypothèse, ça m'appartient, y a pas de, je sais pas trop, hein. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment marquées sur nos âmes. Et il y a d'autres choses qui changent avec le temps, selon l'environnement. Mais ce qu'il y a de marqué, enfin ce que j'appelle marqué sur nos âmes, c'est vraiment ce avec quoi j'ai le sentiment qu'on arrive et qui va nous accompagner tout au long de notre existence, notre parcours sur Terre. Ouais. J'ai le sentiment, en tout cas, de la manière dont tu en parles, que c'est quelque chose qui faisait... Si jamais je devais décrire... si jamais je devais te décrire avant que tu existes, je pense qu'il y aurait eu ce trait. Je sais pas Ah ouais. si tu vois Oui, comme ce que ça veut profond, dire. ça. Ouais. Ouais, Waouh. Alors, bah là, c'est ton ressenti. ouais, c'est mon ressenti. Moi, j'arrive pas encore à Avoir ce recul. Non, et le fait qu'on en parle en ce moment, ça m'aide énormément, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Je me dis peut-être que si je suis vivante dans quelques décennies et que je vois en fait que ce trait-là a persisté, même s'il se présente de différentes manières, à ce moment-là, je pourrais me dire ouais, c'est Ah ouais. en moi. Enfin, j'ai besoin Il te faut un peu plus de temps, plus de recul. et de preuves. Mais déjà, si tu fais bien attention, tu as parlé d'un fil conducteur, c'est très fort quand même. Là t'as déjà quelques décennies à ton actif, même si t'as pas, voilà, t'es pas vieille. T'as quelques décennies à ton Ouais. actif, et le fait d'avoir ce constat-là, quand même, c'est déjà pas mal. Après, je comprends que t'as besoin de plus de temps, plus de recul, mais de l'extérieur, en tout cas, je le vois comme ça. Et toi, tadadam. Ah, ça t'arrange bien, là, qu'on revienne à moi. Euh, Bah ouais, et pour toi, tu penses que c'est inné ou c'est vraiment le fruit de ton vécu, de cette adaptabilité? Moi, je pense que ça fait partie du fruit de mon vécu. Je pense que c'est pas inné parce que je pense que ce qui est inné, par essence, ça nous fait, entre guillemets, quelque part du bien. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à nous, ça fait du bien à tout l'écosystème dans lequel on va baigner. Typiquement, une plante qui pousse, qui donne des fleurs, c'est inné, enfin c'est comment dire, c'était sa vocation et ça va dans ce sens-là. Il n'y a pas de, comment dire, de douleur, peut-être parfois dans la manière dont les choses se développent, mais je sais pas comment dire, c'était une vocation. Et j'ai l'impression que quand les choses elles vont à contre-courant, il y a des choses qui bloquent. Le fait de se retrouver dans certaines situations où j'ai le sentiment d'être à saturation et qu'il faut que je m'arrête et que je fasse limite un reset pour repartir, je pense que c'est contre nature. Je vois pas dans la nature des choses qui ont besoin de s'arrêter, de faire un reset et de repartir. Si ça doit s'arrêter, faire un reset et repartir, c'est qu'en général, il y a peut-être quelque chose qui bloque. C'est comme ça que je vois la nature. Si jamais il y a une plante qui, pour une raison X ou Y, se met à arrêter de pousser et qui commence à sécher ou à s'autodétruire, je pense que c'est qu'il y a quelque chose. Elle n'est pas dans l'environnement qui lui convient, elle n'a pas l'éclairage qu'il lui faut, ou elle n'a pas l'eau qu'il lui faut. Et donc, pour moi, personnellement, quand je fais face à certaines émotions, quand je suis dans cette barrière protectrice qui parfois comment dire, a le poids d'une prison, eh ben, je me dis, j'ai pas encore trouvé la situation optimale. Après, ça n'empêche pas que c'est quelque chose de très riche. Mon parcours et le fait que je sois devenue comme ça, je pense que c'est comme ça que ça devait se passer et c'est très fort. Mais pour autant, je le verrai pas comme une empreinte sur mon âme, comme je te disais. Je pense pas que ça a été marqué sur mon âme, c'est venu avec le temps. Mais je pense que si demain, je travaille sur moi et j'arrive à la meilleure version de moi-même, ce trait-là, je pense qu'il aura été fortement gommé. Ok, wow. C'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas, hein, qui sait, peut-être que c'est partie intégrante. Je pense qu'il y a du bon dans ça. Parce que, mine de rien, dans la capacité à s'intégrer et à s'adapter à une situation, il y a le fait d'avoir des capteurs sensibles, très efficaces, et une bonne capacité d'observation et d'analyse des situations. Ça, je pense que ça fait partie de moi. Je pense que c'est l'aspect positif de ça. Est-ce que ça, c'était là avant? Est-ce que ça va continuer d'être là après? Je sais pas. Un peu plus en amont, tu disais que donc, toi, tu as facilité à t'adapter, mais que tu penses que les autres n'ont pas cette facilité. Et depuis tout à l'heure, tu parles de travail sur toi, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il serait plus facile de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire de changer d'environnement, c'est-à-dire si tu es dans une pièce où les gens ne savent pas s'adapter, de faire en sorte de te retrouver le plus souvent possible dans des pièces remplies de gens qui savent s'adapter, comme ça t'éviterait à toi d'avoir constamment à faire cet effort. Je pense
que j'ai pas de pouvoir sur l'environnement. Et je pense que la seule chose que je peux changer, c'est moi. Il y a les circonstances, les situations de la vie auxquelles je fais face, et le seul facteur que je peux changer, vraiment, réellement, c'est moi. Et je pense que si je passe mon temps à essayer de trouver la situation optimale à l'extérieur, je sais pas où est-ce que j'irai chercher en fait. Je sais pas à quelle porte j'irai toquer. Mais au moins, je me dis que si j'arrive à travailler sur moi, eh bien, quelle que soit la situation extérieure, en fait, je pourrais m'adapter. Tu vois Je ce vois. que je veux dire dans l'idée de vouloir changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Je pense que c'est exactement ça. Je peux changer moi et ça changera pas le monde, ça changera ma perception du monde. Et c'est tout ce qui m'appartient. Je pense que mon parcours sur Terre, ce sera que ma perception du monde. Ce sera jamais autre chose parce que j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autre perception du monde. Ça va, ça fait sens? Alors, enfin, ça résonne, Ok. mais dans une autre pièce de mon être. Je sais pas comment dire. Dans laquelle ça résonne? Je suis Non. curieuse de le savoir. Ça résonne. Après, là, on va créer des ponts pour que Ok. voilà, le son entre Oui, dans la ok. bonne pièce. Mais tu vois, par exemple, longtemps, j'ai pensé aussi que je pouvais travailler que sur moi. Enfin, c'est la seule chose sur laquelle j'ai de l'emprise, Oui. entre guillemets. En vrai, même factuellement, c'est vrai, en fait, j'aurais beau dire ce que je veux, je peux pas changer autrui, hein, si autrui ne veut pas changer. Mais ce qui m'a aidé aussi dans ma confiance en moi, c'est de travailler, alors, non pas sur mon environnement, pas de changer les composantes de mon environnement, mais de changer mon environnement, enfin de switcher en fait, de passer sur un autre environnement. De changer d'air, ouais. C'est Exactement. vrai. Par exemple, là, même dans mes relations amicales, tu vois, là, de plus en plus, je me sens tellement épanouie et bénie ces derniers temps. Je rencontre que des gens magnifiques, tout ça. Après, ah bah ça y est, les cours entrent dans la bonne pièce. Parce que je me dis que si je les rencontre, c'est parce que justement, j'ai travaillé sur C'est moi. exactement là où j'allais venir. Je me demande, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que toi, tu as eu ce changement à l'intérieur que l'environnement a changé? Du coup, indirectement, par le fait qu'au final, tu as attiré aussi, peut-être. Exactement. Si on croit à ça, Mais c'est ça. la loi de l'attraction, c'est de ce nouvel environnement. Ou est-ce que tu as changé d'environnement et c'est ça qui t'a permis ensuite d'effectuer le travail intérieur? Non, en fait, ça y est. Moi, je pense que c'est... Ouais. Il y a un Ouais. cercle vertueux. Alors, où ça commence? Est-ce que ça commence par soi ou est-ce que ça commence par l'environnement? Je ne saurais pas dire. Parce que c'est une réalité. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles le fait de changer d'air, ça va peut-être générer chez nous ce déclic qui va nous aider ensuite à faire ce travail introspectif. Donc, est-ce que c'est l'environnement qui nous change? Est-ce que c'est nous qui changeons et qui, de fait, changeons l'environnement? Et Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se recentre? Parce que je me dis, Ouais. on n'y est pas encore à la question du syndrome de l'imposteur. Et oui, ah ouais. C'est vrai que ça y être. Il faudrait... Ouais. Tu penses en arborescence. Et je ouais. pense en Et arborescence. ouais, non, mais là, ouais. C'est la forêt. C'est totalement ça. Ah oui, c'est vrai. Le syndrome. Ben oui, c'était Ouais. ça le point où on devait. Le sujet est tellement vaste aussi, mais c'est génial. On pourra redéfinir au pire le titre du sujet. Mais... Alors, le syndrome de l'imposteur, j'ai des questions très bateaux là qui me viennent. D'accord. Déjà, pour toi, tu le définirais comment? Outre les définitions d'Internet, etc., avec tes mots, le syndrome de l'imposteur, ça ressemble à quoi? Quand j'imagine un imposteur tel que je l'ai vu, tel que je l'ai appris plus jeune, c'est... je le vois comme un voleur, je le vois comme quelqu'un qui trompe son monde, je le vois comme quelqu'un qui prend la fuite, je le vois comme quelqu'un de... un peu malicieux. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai le sentiment d'être ce propre personnage à l'intérieur de moi-même. Qui dit enjeu, dit syndrome pour moi de l'imposteur. Ah ouais. Ouais, peur, enjeu, syndrome de l'imposteur. Je mise gros, j'ai des attentes, j'ai peur, de l'appréhension sur les retours, sur ce qu'on pourrait penser de ce que je suis, de ce que je fais. Et du coup, ce qu'on pourrait penser de ce que je suis et de ce que je fais, si jamais c'est négatif, bah peut-être que c'est vrai. Et du coup, peut-être qu'ils ont raison. Et donc peut-être que je suis une imposture. Ok. Ouais. Donc avant même d'avoir confronté ma personne au monde extérieur et d'avoir eu ces potentiels retours négatifs qui pour l'instant n'ont pas du tout eu lieu, je développe ce syndrome de l'imposteur et je me dis, et s'ils le pensaient? Et s'ils le pensaient? Et s'ils avaient raison? Et s'ils avaient raison? Et si t'étais vraiment une imposture? Et si tu parlais pas vraiment avec ton cœur là? Et si la qualité que tu prétends avoir, tu l'avais pas tant que ça au fond?
Et si le texte que tu as fait, il n'était pas si qualitatif que ça, vraiment, tu vas le vendre, tu vas prendre l'argent des gens pour ça. T'as pas honte. Ah ouais. Attends, surtout qu'on vit dans un monde quand même où Ouais. les gens n'ont pas pitié de nos âmes. Hein, Ouais. nous. Et Et tu... c'est... Le syndrome de l'imposteur, c'est... Ouais, moi, c'est comme ça que je le vis. Je Ok. suis curieuse de savoir comment toi, tu le définis et à quel moment ça se manifeste chez toi. Alors juste avant, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Est-ce que dans les retours que tu anticipes, est-ce que ce sont les retours de n'importe qui te ferait cet effet ou tu as en tête des profils précis qui pourraient te mettre en position d'imposture? Je pense qu'il y a des profils précis. Pour autant, on m'a fait remarquer il y a quelques jours que j'étais du genre à beaucoup noter les critiques négatives et pas beaucoup noter les retours positifs. C'est-à-dire que si, après avoir donné, je sais pas moi, un discours, il y a 49 personnes qui me disent « Waouh, c'était génial, j'ai été bluffée », il y a une personne qui dit « Tu pourrais quand même améliorer un peu ton élocution. Hein. » Le retour que je vais t'en faire, il y a de grandes chances que ce soit limite du 50-50, genre Ah bah tu sais, dans l'ensemble, c'était pas mal, mais j'aurais quand même pu améliorer mon élocution. » Ou, limite, Ah ouais. je pense que j'aurais pu améliorer mon élocution, dans le pire des cas. Et je sais d'où ça vient, ça. Je pense que je sais d'où ça vient de mon éducation, je pense. En fait, moi, j'ai une mère qui... Enfin, j'ai une mère, aujourd'hui, elle est toujours là, il n'y a pas de haut passé, et elle est toujours comme ça. Elle a tendance à souligner ce qui ne va pas, ce qui doit être corrigé. Et en général, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et j'ai grandi de cette manière-là. Il n'y avait pas forcément de la félicitation, de la récompense pour ce qui se passait bien, mais il y avait beaucoup de critiques pour ce qui se passait mal. Et sur la base de ça, mon premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'il faut corriger. Il y a forcément quelque chose à corriger. J'y travaille, ça va mieux, mais peut-être que dans mon rapport au monde, il y a ce rapport primaire que j'ai avec ma mère, et peut-être que si, je ne saurais pas dire si c'est des liens très proches, ou si c'est des personnes que j'identifie comme pouvant être des personnes qui pourraient avoir cette hiérarchie, ce système de hiérarchie que je placerais un peu au-dessus de moi pour des raisons X ou Y, qui me donnerait le sentiment de devoir prendre en considération du coup ça, ces Ok. retours-là. Ok, ok, je vois. Pour répondre à ta question, moi, comment je le... C'est bizarre, hein. J'ai l'impression, je ressens pas le... Le syndrome de l'imposteur. Ah, Non. Après, je trouve le sujet très intéressant parce que je suis entourée de personnes qui le ressentent. Tout à l'heure, tu avais fait la recherche, tu as dit 70% de la population ouais, au cours de leur vie. au cours de leur vie. Exposé, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est 99% des gens que je rencontre, tu Ok. vois. C'est, Et le 1%, ce serait toi, du coup? C'est ça? Comme ça que tu le vois? Ah non, le 1%, je dirais Leslie Luberto, qui était en interview sur Trade Union l'été dernier. Enfin, interview qui a été publiée en septembre. Et donc, le passage n'a pas été mis sur vidéo sur les réseaux sociaux, mais D'accord. quand elle est arrivée, je pense que c'était même pas 5 minutes après être rentrée dans la salle, je ne sais plus de quoi on parlait, elle m'a dit, moi, le syndrome de l'imposteur, je ne connais pas. Ah, c'est génial. J'ai trouvé ça d'une puissance, alors Ouais, qu'une femme c'est fort. arrive, tac, mais... Ah ouais, mais comme ça, on ouais. entre en matière directe, il n'y a pas photo. Et, Ah, c'est génial. et on manque, je trouve, de représentation Ouais. de ce profil de femme pour qu'on puisse l'entendre suffisamment, en quantité suffisante, pour pouvoir se réapproprier ce discours. C'est vrai. Et voilà, et quand elle l'a dit, ça m'a fait une bouffée d'oxygène. Et après, j'ai repensé moi aussi à mon propre rapport face au syndrome de l'imposteur. Je pense... En fait, ça se trouve, je le ressens et que je vais le verbaliser différemment et que tu vas me dire, bah, c'est ça, tu vois. Moi, je pense qu'il faudrait que tu le définisses pour savoir Si je... qu'est-ce que... Voilà, quand tu dis « j'ai pas le sentiment d'avoir affaire à ce syndrome-là », qu'est-ce que tu entends par le syndrome de l'imposteur? Pour moi, c'est l'illégitimité à être quelque part. Le sentiment d'être illégitime. Ouais. Après, je suis dans C'est ce fort. perfectionnisme... C'est presque pathologique. Hein. Ok, Voilà, ok. pareil. Et c'est ça qui te permet du coup de ne pas du tout avoir ce sentiment d'illégitimité, tu penses? Je sais pas, en fait, je sais que je peux me remettre en question quand il le faut. C'est-à-dire D'accord. qu'une personne me fait une remarque, pareil, hein, par rapport au discours, etc. Si on me dit que mon élocution n'est pas, voilà, elle est à retravailler, je le retravaillerai direct, D'accord. sans remettre ma personnalité en question. C'est comme une mise à jour, et c'est peut-être encore la dissociation qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais, j'allais y revenir Ouais. en plus de ça, là je pense qu'on est totalement connectés et c'est génial. J'allais y revenir parce que du coup je pense que c'est pareil. Pour moi, je pense que au moment où je reçois la critique, d'un point de vue technique, ok, il faut adapter, il faut arranger, on a trouvé la faille, on la résout, hop, on colmate et on passe à autre chose. Mais intérieurement, ça me touche quand même.
Ça crée des micro-fissures qui... Des micro-fissures, je sais pas, mais en tout cas, ça me touche. Ça... Même si je dissocie, au fond, il y a l'armure, et ben, ça transperce l'armure. Ok. Et du coup, en apparence, ça peut du coup ne pas du tout la transmettre, la transpercer, pardon. En apparence, moi, il n'y a pas de... Si ça se trouve, tu vas me dire quelque chose et je vais même pas réagir. Mais il y a de grandes chances, si jamais je t'estime comme étant une personne dont la vie est pertinente, que derrière, ça suscite des questionnements en tout cas. Syndrome de l'imposteur, pour moi, ça se manifeste surtout à travers des questions insidieuses. Et si tu penses pas que... Dis donc, t'es sûr que... Là, t'es sûr de toi. Ok. Tu vois, ce genre de petits Ça, trucs. c'est pour nous faire trembler, Ouais, ça. c'est exactement ça. Le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est plein de trucs comme ça. Waouh. Ah, si, je vois. Mais du coup, dans ton cas, si jamais j'ai bien compris, sur le plan de l'être et de la profondeur de ton être, t'as le sentiment de ne pas y être confronté. Dans l'action, ça se manifeste pas parce qu'au final, on te dit quelque chose, tu ajustes et tu perfectionnes et il n'y a pas de raison en fait. Complètement. Mais là, pour le coup, ouais, c'est vraiment de la dissociation. Parce que je l'associe pas à... Par exemple, si on critique, je sais pas, un trait de ma personnalité. Après, j'expose très très peu ma personnalité. Ah, ok. Donc c'est peut-être la protection, elle est peut-être là. Peut-être que, voilà, peut-être. Mais je crois que ça m'est quasiment pas arrivé ou très très peu. Je pourrais me remettre en question, tu vois. Enfin, être touchée. Parce que la remise en question, elle est constante tous les jours. Maintenant, si c'est dans un cadre spécifique, que ce soit le travail, les études ou quoi, bah, moi, mon but, en fait, c'est de monter. C'est de monter en compétence, toujours m'améliorer. Donc, si une personne me dit ça, qu'elle soit bienveillante ou pas, c'est qu'il y a un défaut à travailler. Améliorer, d'accord. Je vais m'améliorer pour... C'est d'un point de vue technique, quoi. C'est purement technique. Exactement. Donc là, les conclusions vont être un petit peu étranges sur cette séquence de podcast, puisque vu qu'on enchaîne... les sujets, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Et sachez qu'avant de tourner ces podcasts, on s'est posé, on s'est concerté pour savoir mais de quoi on va parler. Et les idées ont tellement fusé que pour pouvoir réaliser tout ça, donc voilà, ça va cutter un petit peu bizarrement, mais sachez qu'on se retrouve sur un autre sujet. Yes. À plus sur Trait d'Union. Here we go, 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 baby.